tous, bienvenue dans le Un moment de fan de décembre, toujours comme d'habitude à la librairie Omer avec rue Bayard à Grenoble. On est content parce que le temps est avec nous en ce moment, il fait des périodes bien douces. Et alors ça n'a rien à voir avec Noël du coup, mais comme on a eu l'occasion de l'accueillir, on s'est dit on va le faire. Et c'est Régis Goudin qui nous rejoint. Je prononce correctement? Oh, c'est un nom d'origine étrangère, alors Godin, Godine, ça dépend des branches de la famille et des choix individuels. Alors cela Donc il n'y dit, a pas de problème, moi j'ai j'accepte tendance à tout. prononcer Je, par défaut je prends Goudin tout. effectivement, le côté peut-être un petit peu plus anglophone. En tous les cas, on t'accueille et on est heureux de le faire. Alors le petit jeu c'est, bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Oui, s'il alors, te plaît? donc moi je suis un auteur autodidacte tardif. J'ai commencé à écrire vers une quarantaine d'années, un peu par hasard. J'étais gros lecteur de fantasy et un petit peu de SF. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé beaucoup de figures récurrentes hein, dans ces livres-là. Et ce qui fait que quand on a lu quelques centaines de bouquins en fantasy, quand on a lu les 10 premières pages, on a une idée assez précise et du milieu et de la fin du livre. Et ça m'a donné des idées. Puis à un moment donné, je me suis mis à les écrire. Et puis il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Moi, je suis un enseignant, j'ai été instituteur, je suis maintenant professeur d'art plastique hein, à l'université d'Amiens et je continue d'écrire. Voilà, je ne me suis pas arrêté. Merci beaucoup. Et bien justement, tu as préparé le terrain dans ta réponse précédente, je te remercie de l'avoir fait, même si ce n'était pas fait exprès, mais du coup, quels titres t'ont donné le goût de l'imaginaire? Qu'est-ce que tu retiens en particulier dans ta... Bah, dans l'imaginaire, j'ai aussi bien lu les Hyperion, donc Dan Simmons, j'ai pu lire Génial. aussi Dune, j'ai pu lire des choses comme ça, des choses qui étaient un peu du Planet Opera, du Space Planet, etc. Des choses dans lesquelles il y avait des univers assez construits, assez développés. Mhm. Et au niveau de la fantasy, j'ai lu J.R.R. Martin avant que la série ne soit publiée, ne paraisse à la télévision. J'ai lu aussi beaucoup Robert Jordan avec La Roue du Temps. J'ai lu et puis les plus anciens. Moi, je pense que parmi mes livres préférés, il y a il y a le cycle des épées, il va y avoir des Mhm. choses comme ça, donc des ouvrages qui sont du début du XXe siècle. Tolkien, comme tout le monde, Mhm. voilà. Et donc derrière ça, et puis des contemporains, hein, des gens plus contemporains, j'ai lu Card, j'ai des gens comme ça. Et à la fois beaucoup de diversité, beaucoup de sources d'inspiration, en même temps des envies d'écrire les livres qu'on n'a pas trouvés, hein, des histoires qu'on n'a pas Mhm. trouvées. Et c'est un milieu qui est très attachant, qui est très intéressant, dans lequel il y a une forme de gameplay qu'il faut redécouvrir un petit peu à chaque fois dans la fantasy. Donc voilà, pour les références, le cycle des épées, Ouais, voilà, il y Fritz a un Leiber. Fritz gros Leiber. pavé, mais Je suis effectivement. un fan de Fritz Leiber. Ouais, Ah moi oui, oh, aussi. bah, Un il y a, fan il y infini a de de Fritz quoi, Leiber. il y a de quoi. Pourquoi bah parce que c'est quelqu'un qui s'en fout en fait. C'est n'importe quoi de cheval. Hein. Il va partir avec des héros improbables, entre Fafard et le souricier gris. Ouais. Ils viennent de nulle part. Un sorcier qui ne veut pas faire de sorcellerie, une espèce de barbare voilà, Qui veut pas se battre. qui veut pas se battre. Il se retrouve en concurrence sur un meurtre. Hein, voilà, ça c'est le début. Donc ils vont se battre pour savoir qui va tuer et exécuter le contrat. Et puis à partir de là, un volume, ce sont des petites nouvelles. Un volume, c'est de nouveau un roman. Un volume, c'est autre chose. Et il y a une liberté dans la forme qu'on trouve très rarement finalement en fantasy. Et donc il y a un libraire qu'il avait rencontré au labyrinthe, hein, donc à Rambouillet, il l'avait rencontré il y a très longtemps, quand il était encore vivant. Et il me disait que pour lui, c'était un jeu. C'est-à-dire que pour lui, personnellement, il s'en foutait. C'était même pas son laboratoire. C'était une distraction d'écrire un peu de la fantasy et il faisait des choses, selon lui, plus sérieuses. Bon, c'est ça qui lui a survécu naturellement. Mais cette espèce de désinvolture, ce jeu avec les formes, hein, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la littérature en général. Et que je retrouve aussi chez Gérard Martin. Par exemple, Gérard Martin, à un moment donné, il part sur les Stark. Les Stark, bon, il se fait chier avec les Stark parce ils sont austères, il n'y a pas grand-chose de drôle. Il les tue tous, et puis derrière, les survivants vont devenir des personnages intéressants. Et ça, c'est encore une liberté dans la forme qui est tout à fait réjouissante dans la littérature de fantasy comme ça. Alors que d'autres livres sont beaucoup plus poussifs parce que les schèmes sont vraiment extrêmement reconnaissables en réalité. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Voilà, ben on a vraiment. Voilà. Voilà, il est T'as là. lu cette partie-là Voilà. Il arrive. Comment? Le feu Non, et le sang, non? Pas non, encore. pas encore. Et donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'apprécie dans la fantasy, c'est d'être surpris par la forme. D'autres, alors je dirais jamais le mal d'un livre. Hein. Je parlerai des livres que j'aime, je parlerai jamais des livres que j'ai pas aimés, que j'ai pas fini, parce que d'autres lecteurs finalement vont les avoir appréciés pour les raisons qui me les font ne pas les aimer. Mais j'aime pas les livres en fantasy dans lesquels je devine tout à l'avance, dans lesquels c'est trop répété, des livres qui sont déjà, des histoires qu'on connaît déjà avec des noms de personnages différents. Aucun risque hein, avec Martin, aucun risque avec Fritz Leiber, aucun risque hein, avec quelqu'un comme Robin Hobb.
qui vont inventer des univers décalés, dans les aventuriers de la mer, par exemple, hein, les aventuriers de la mer dans lesquels on va avoir ce parangon, cette nef un peu schizophrène, avec deux personnalités en elle-même, on ne sait pas pourquoi. À chaque fois la surprise. Moi, je suis un lecteur qui aime la surprise. En SF, hein, eh bien, c'est pareil, on va avoir des choses qui sont très convenues et puis on va avoir des choses qui sont surprenantes. Et je parlais de Dan Simmons tout à l'heure, c'est un univers qui est tout à fait singulier, qui se base sur l'idée des portails, on passe d'un monde à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment lu ailleurs, hein. Laurent Genefort également, quand il travaille sur Point Chaud par exemple, hein, c'est une SF qui nous questionne par rapport à notre relation aux autres, à l'humanisme qu'on aimerait avoir, mais qui va être surpassé. Incroyable, c'est une librairie qui est extraordinaire. Voilà, un livre de SF qui est bouleversant, parce qu'il parle de l'humanité, il parle de nous-mêmes en réalité. Qui sommes-nous face à l'inconnu, sachant que les armes ne peuvent pas passer d'un monde à l'autre par les portails, donc les gens qui vont passer, les êtres qui vont passer ne représentent aucune menace, mais finalement, est-ce que c'est les armes qui sont les pires menaces, ou est-ce que c'est finalement notre crainte d'acculturation ou de métissage? Et ça, ce sont des choses qui sont intéressantes parce que ça nous parle aussi bien de la peur de l'autre, des migrants, des migrations, alors que nous sommes tous un peu des migrants, à une génération ou deux d'écart. Et ça, c'est vraiment la SF que j'aime, hein. C'est la SF que j'aime plus que tout. Et en littérature, dans le cinéma, ce sera Bienvenue à Gattaca, ça va être des choses comme ça qui sont vraiment J'aime la SF, non pas forcément les grandes aventures de SF, moi j'aime la SF qui questionne notre présent. Voilà, c'est un peu ça. Quand tu écris, ou avant d'écrire, il y a toujours une phase un peu de préparation ou de lecture. Est-ce que tu fais un peu de recherche avant de te lancer ou tu y vas tout de suite Moi, en général, je ne sais pas trop ce que je vais écrire. J'ai une idée de concept, mais sur cette idée de concept, ensuite, elle va certainement évoluer. Et puis, je ne connais pas les personnages, je ne connais pas forcément l'intrigue, j'ai une idée, voilà. Et par rapport à cette idée, ce concept, je vais commencer à écrire, et ensuite les choses se découvrent au fur et à mesure de l'écriture. Et je pense que je n'arriverai pas facilement à écrire avec une trame comme le font beaucoup d'autres auteurs, parce que je ne serai pas surpris parce que j'écris. Le vrai moment, le vrai bonheur d'écriture, c'est quand à la fin donc d'un chapitre, on n'a pas écrit ce qu'on pensait écrire. Et là, pour moi, je considère qu'à partir de ce moment-là, le processus créatif s'est mis en œuvre. Tu es donc jardinier, Je suis plutôt un comme on dit. jardinier, oui, ou là, un chasseur-cueilleur plutôt. Oui, Un jardinier, il chasseur-cueilleur. planifie les jardiniers. Ouais. J'ai eu pendant longtemps un potager, là on vient de déménager en ville, j'ai pas eu le temps de me réorganiser, mais on planifie. Actuellement, j'aurai des mâches qui seraient en train de monter, j'aurai donc une partie du potager qui serait sous les feuilles pour permettre au sol de travailler, mais le jardinier, ça relève du néolithique. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une planification très scientifique. On gère le temps, on gère les espèces, on gère la proximité, les ravageurs, tout ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui est au contraire très planifié. Le chasseur-cueilleur, pas du tout. Le chasseur-cueilleur, c'est un chasseur-cueilleur charognard opportuniste qui était certainement l'homme du paléolithique. Je suis Tu vas à plus comme ça. l'aventure. C'est l'aventure, c'est l'opportunité. Ce qui fait que de ce fait-là à l'écriture, quelque chose peut très bien, donc un chapitre peut très bien, ou même un roman peut très bien changer de cap par rapport à un fait d'actualité qui va m'inspirer, sans que j'ai parfaitement conscience que ce soit ce fait-là qui m'ait inspiré. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant dans l'écriture, c'est que c'est de pas toujours savoir. Du coup, sur cette partie d'inspiration, est-ce que quand tu te lances dans l'écriture, tu fais des pauses, tu lis des choses, tu reviens? Est-ce qu'il y a pu y avoir des textes qui t'ont inspiré, par exemple pour Barkhane Alors Barkhane, c'est un non. peu différent de tes textes Pour précédents. Barkhane, j'avais un décor. J'avais un décor, mais j'avais surtout de l'architecture. C'est-à-dire que j'avais l'idée, depuis très longtemps, bien avant d'écrire, de ce monde dans lequel donc les cités-bulles qui étaient sous des vérandas, avec une verticalité, etc. On peut peut-être montrer le bouquin, Oui, oui, oui. Oui, effectivement. qui a d'ailleurs une très jolie couverture. Oui, Ah absolument. Soit dit en passant, Absolument. Aurélien Polis. Aurélien Voilà. Polis, évidemment, Polis. c'est The Only One. Voilà. Voilà. Donc, par rapport à ça, pour Barkhane, j'avais cette idée-là qui traînait depuis très très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, je faisais des dessins, je suis prof d'art plastique, moi, donc on peut m'empêcher de dessiner un peu. Et puis voilà, puis c'était resté comme ça, de manière un petit peu en jachère. C'était un univers, mais j'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre. C'est donc, par contre, derrière, à partir du moment où on va mettre des villes qui vont être sous des espèces de verrières, ça signifie qu'il y a une raison pour laquelle on met une verrière comme ça. Ça signifie certainement que l'air est moins respirable. On doit se protéger de quelque chose, soit des précipitations, soit on veut confiner un volume d'air pour pouvoir le traiter, le rendre respirable, etc. Et donc, à partir d'un simple événement comme ça, il est possible de construire des univers entiers, en réalité.
à partir du moment où on raisonne, hein, où l'univers tient debout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que je ne supporte pas la SF, hein, ou la fantasy dans lesquelles le monde ne pourrait pas s'autosuffire et ne pourrait pas fonctionner. L'exemple que je peux donner, c'est une ville d'1 million de personnes dans le désert. Ben, que boivent-ils? S'ils ne boivent pas, ils vont mourir. Donc, à partir du moment où on met 1 million de personnes dans le désert, que je ne sais pas comment ils se nourrissent, que je ne sais pas comment ils boivent, je ne peux plus croire dans cet univers. Et pour moi, le livre s'effondre et je le referme. Déjà, à partir de une personne, c'est compliqué dans le désert. C'est bien compris, mais justement, dans le sang des C3, à un moment donné, je les lance dans le désert. Ben, ils ont ce problème, parce que c'est un vrai problème des gens qui sont dans le désert. Les grands guerriers du désert faisaient bouger leur armée d'un puits vers l'autre. Ils ne bougeaient pas leur armée tant que l'avant-garde n'avait pas pris possession du puits suivant. Et ça donne une temporalité au déplacement donc, de cette armée en question. Et puis, pas de puits, pas d'armée, pas de guerre. Et donc ça, ce sont vraiment des choses qu'il faut bien comprendre. C'est que nous avons des besoins biologiques, un café par exemple. Hein. Le café est sponsorisé aux merveilles. Et de ce fait... Hein, c'est une tasse de récup. On a les mêmes à la fac, on a les mêmes à la maison, ce sont les meilleurs. Et d'ailleurs, dans le prélude du centre des C3, j'ai une tasse qui joue un rôle, voilà aussi. Un tout petit rôle, un rôle secondaire. Mais j'ai pas le prélude sous la main. Je me contrie. Pas encore. Voilà. Et donc, hein, par rapport à ça, c'est sûr que pour moi, j'ai besoin d'avoir des univers qui soient solides, solidement construits. Et à partir du moment où l'univers est solidement construit, on sait ce que mangent les gens, on sait ce qu'ils boivent, on sait comment ils se déplacent, on sait est-ce qu'ils se nourrissent de ce qu'ils ramassent ou est-ce qu'ils vont avoir une alimentation produite par d'autres personnes. Est-ce qu'elle est produite ici, est-ce qu'elle est produite plus loin, ailleurs? Ça veut dire qu'il y a des gens qui transportent. Donc, il y a peut-être des guildes, il y a peut-être des taxes, hein, il y a peut-être... Et c'est la solidité d'un univers, hein, qui va me faire rentrer à l'intérieur. Après, la magie, la technologie, le gameplay, c'est autre chose. Mais même chose, si on a une magie qui est décalée des besoins élémentaires des gens, ça m'intéresse beaucoup moins. Il faut une cohérence. Il faut une cohérence, voilà, il faut une cohérence. Et bien souvent, comme dans un univers, dans nos existences à nous plutôt, la cohérence, elle se découvre au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, de ce fait-là, c'est pour ça que parfois je me lance dans un monde, j'entrevois une cohérence, et au fur et à mesure que mes personnages avancent, s'ils ont soif, s'ils ont faim, c'est là que ça m'intéresse. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire pour boire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour trouver à manger? Et pour moi, c'est le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire. Et donc, je vous dis, un voyage interstellaire, si il va durer 600 ans, si on ne sait pas ce qu'on mange, le livre ne m'intéresse pas. Ce sont des livres, ça reste des objets en papier. Ce ne sont pas des histoires auxquelles je peux croire. Ça rappelle que dans l'imaginaire, les personnages vont rarement aux toilettes. Tout à fait. parce que c'est pas très épique d'aller aux toilettes. Mais et si l'un de vous a-t-il lu la bande dessinée de Thomas Pesquet non, où il explique non, mais j'ai vu. sur 2 planches comment on utilise les toilettes de la station spatiale. C'est extrêmement drôle, mais c'est très compliqué. Non seulement c'est compliqué, et puis c'est pas glorieux les premiers temps, parce qu'en fait, ils ont beau être entraînés, mais en fait, l'estomac et l'intestin oui, c'est pas fait pour ça. Et ils sont très malades au départ, et c'est pas très glorieux, les pauvres. Voilà. Mais ce que tu disais... Personne les oblige à y aller non plus. C'est vrai aussi. Voilà. C'est vrai aussi. Donc, mais ce que tu disais par rapport, c'est pour ça que ça me fait penser moi à la différence qu'on peut établir entre la hard science et la cohérence, tout simplement. Je pense à un bouquin comme Seul sur Mars, alors qui est aussi un film, mais qui est d'abord un roman, moi que j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, au niveau de la véracité scientifique, voilà, des gens comme Roland Lehoucq t'expliqueraient que non, on peut pas faire pousser les patates sur Mars, ça ne marche pas, à cause notamment de l'acidité du sol. Je pense également à Ripley Wing que j'adore à Grenoble, et qui est justement s'est penché aussi là-dessus. Mais il y a un petit problème d'irradiation de surface. Aussi, mais par rapport à la cohérence, même si le substrat scientifique ne peut pas tenir dans les faits, par rapport à la cohérence, Seul sur Mars, c'est un bouquin qui essaye d'être cohérent dans les aventures de son personnage, qui justement est abandonné sur Mars et doit survivre et courir contre la montre avant de mourir. Donc, et ça se retrouve aussi dans Barkhane, Barkhane qui est un roman dans lequel en fait l'Europe s'est effondrée au sens littéral du terme, mais c'est un peu la course à la Mad Max pour les ressources et justement les denrées les plus rares. Il y a toute une affaire de complot évidemment derrière. Mais oui, c'est quelque chose qui t'a marqué, qui vous a marqué, puisque le roman a été fait en duo avec un double Régis. C'est pour tromper l'ennemi, ça. C'est pour tromper l'ennemi. Voilà. Donc, sur la question de la cohérence, tu voulais réagir? Oui, pour moi c'est fondamental. Pour moi c'est fondamental. Ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un roman dans lequel on n'a pas réfléchi sur l'équilibre de l'univers dans lequel on travaille, c'est un roman qui n'est pas travaillé. Voilà. Il reste du travail à faire dessus. Il y a des incohérences. On n'arrive pas à y croire. Pour moi c'est pas finalisé. Le travail n'est pas fini. Voilà.
Et donc sur Barkhane, vu que vous êtes deux, comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, on a travaillé. Alors, la genèse de ce projet-là, ça a été un autre projet. C'est une bande dessinée, donc Régis Autière, qui est un important scénariste de bande dessinée, qui a travaillé sur La Guerre des Lulus, enfin voilà, qui sont des gros succès de librairie, s'est trouvé débordé à un moment donné sur un projet avec un dessinateur, Mohamed Aouamari, qui avait une idée, mais lui n'avait pas forcément le temps de s'y consacrer complètement. Donc, il m'a invité, on se connaissait depuis un certain temps, il m'a invité dans son univers de bande dessinée. Et donc, on a écrit ensemble les 2 tomes donc, de Zibline. Et puis à la fin donc, de ce projet, on va manger dans un petit bistrot à côté de l'atelier où il travaille. Et puis il me demande un petit peu sur quoi je vais partir après Zibline. Et donc je lui explique que Eric, de chez Critique, m'a demandé un scénario de bande dessinée. Et puis il me dit bah, moi aussi. Et de ce fait-là, comme il m'avait invité sur Zibline, je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Et il dit bah, sur quoi tu pars? Alors j'explique un petit peu l'univers de Barkhane, mais j'ai pas d'idée précise de ce qui va passer à l'intérieur. C'est pas comme ça que j'écris moi. Et donc bah, il me dit oui, ça m'intéresserait, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un roman. Et ensuite une BD, un roman et l'adaptation de la BD. Et on est parti sur ce projet-là et on a commencé par écrire, à écrire ensemble. Mais on a continué de travailler comme quand on a travaillé sur Zibline, c'est-à-dire qu'on se réunissait autour d'un café et puis on se raconte l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe maintenant après? Qu'est-ce qui va se passer après? Bah, il pourrait se passer telle chose. Bah oui, mais alors si là il y a un inconvénient, etc. Et ensuite, une fois qu'on avait inventé en gros une histoire, tout en sachant qu'elle ne serait pas identique à la fin, très souvent il y a des hasards d'écriture qui vont faire que les histoires changent. Et ce qui s'est produit, c'est que on s'est réparti le travail. C'est-à-dire que j'ai écrit le préambule, j'ai écrit le premier chapitre, et ensuite le troisième, le cinquième, j'ai écrit tous les chapitres impairs. Quant à Régis Sautière, lui, il a écrit tous les chapitres pairs. Autrement dit, on avait un chant et un contre-chant, au début 2 fils narratifs, et ensuite les 2 fils narratifs se rejoignaient, mais on continuait chacun d'écrire chapitre pair, chapitre impair. Et de ce fait, pour bien les différencier, on a fait un choix, enfin Régis a eu une idée intéressante, c'est que lui écrit à la 3e personne et au passé, et moi j'écris à la 1re personne et au présent. Ce qui veut dire qu'un chapitre sur 2, on est plus dans l'immersion dans l'esprit d'un seul personnage, et de l'autre côté, on va prendre une distanciation et on assiste un peu comme un narrateur un peu omniscient qui va regarder un monde qui se développe. Et le changement de temps, le changement de personne, l'alternance de ces 2 formes littéraires en font sur ce plan-là un livre qui est assez atypique. Et de ce fait-là, bah, assez régulièrement, alors tant qu'il était sur son fil des chapitres pairs et moi chapitre impair, on fonctionnait de manière parfaitement autonome. Et à partir du moment où, dans un chapitre, mes personnages vont attaquer les siens, donc ces personnages sont dans la lunette de visée de mes personnages à moi, eh bien, à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on reconstruise un peu ensemble. De ce fait, on s'est rencontrés assez fréquemment pour se dire maintenant il va se passer quoi dans cette histoire. Et c'est pas pour autant que c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à l'écriture, on avançait tranquillement, et puis j'envoyais les chapitres une fois que je les avais écrits, ils me les envoyaient en retour, et puis il fallait qu'on s'adapte pour que finalement l'histoire arrive un petit peu sur la fin. Et jusqu'à la fin, on a eu des hésitations. Je ne vais pas divulgacher la fin donc, du livre, Non, il faut mais pas. on savait en gros où on allait, mais la structure même du livre va tenir sur la transformation d'un personnage qui s'affronte à une forme de deuil, qui est une victime. Qui est vraiment une victime, et qui va avoir l'opportunité à un moment donné de consommer sa vengeance. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéressait aussi, parce que finalement, un livre, quel qu'il soit, si on ne peut pas le résumer à une histoire humaine, c'est pas très intéressant en réalité. Savoir si une armée va gagner sur une autre, si on ne sait pas pourquoi il fallait qu'elle gagne dans l'histoire, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, à un moment donné, si on veut trouver dans un livre, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, d'avoir une espèce de morale de l'histoire. Et la morale de l'histoire, c'est est-ce qu'il y a des deuils qui sont dépassables? Est-ce que finalement les épreuves de l'existence ne peuvent pas transformer quelqu'un d'humaniste pour en faire finalement une forme de monstre? Est-ce que finalement la trahison de son espèce n'implique pas de trahir son espèce? Et ça, à partir de questions qui sont profondément humaines en réalité, on arrive à fabriquer un livre, je trouve, moi, qui a de l'intensité et de la réalité. Je citais Bienvenue à Gattaca, c'est un peu le même genre de choses. C'est-à-dire que, ou bien Point Chaud, je m'intéresse aux livres de science-fiction à partir du moment où ils parlent de nous. Et pas forcément à partir du moment où on va avoir des droïdes qui vont forcément se battre contre des animaux gluants. C'est l'humanité qui m'intéresse dans Même les si c'est SF. très drôle. Même si c'est drôle au cinéma peut-être, mais c'est l'humanité et l'humain qui m'intéressent dans la science-fiction, beaucoup plus que le décor en réalité. Voilà.
Alors du coup, tu l'as dit, tu es un personnage un peu multiclassé, enseignant, tu écris, tu lis, et du coup, par rapport à tout ça, est-ce que tu fréquentes les librairies? Bah, fréquente les librairies, déjà on en donne beaucoup des livres, ça c'est le privilège des auteurs. Mais on peut dire aussi que bah, voilà, un représentant en chaussures achète pas ses chaussures, donc il y a un peu ça. Mais oui, je vais beaucoup en librairie tout de même. Je vais aussi beaucoup en bibliothèque, hein, désolé. Parce C'est que pas bah, grave, c'est c'est bien aussi. un autre mode de diffusion du livre, hein, et puis j'ai des bibliothèques, des librairies que j'aime beaucoup, notamment sur Amiens, parce que c'est là que j'habite. T'en as une en particulier ou... Même chose, je Ouais. ne citerai pas parce qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup Ouais. et on parlait d'une librairie, ce serait disqualifié dans une petite ville qui comprend peu de librairies, qui sont parfois fragilisées parce qu'on connaît le secteur du livre et on connaît les difficultés qu'elles rencontrent. Donc j'aime beaucoup les librairies bénoises. Voilà. Est-ce que tu fais un circuit quand tu vas en librairie? Pas forcément, pas Non? forcément, pas forcément. Alors, on habitait à la campagne, donc j'étais beaucoup moins en ville. Ce que j'aime beaucoup, c'est aller dans les librairies que je ne connais pas quand je visite une ville. Hmm. Je vais dans une librairie, je pousse la porte, je dis bonjour quand même, parce que les gens sont bien aimables en général dans la librairie. Puis je regarde un petit peu, je m'imprègne des lieux. Et je lis aussi bien un peu de littérature générale que je lis de la littérature de science-fiction, ou bien de fantasy. C'est la qualité du livre qui m'intéresse, pas forcément ce qui va traîner dessus. Mais j'aime bien sentir ces ambiances de librairie et on arrive à voir. Et je vais naturellement voir dans le rayon de l'imaginaire pour voir un petit peu, s'il y a un rayon de l'imaginaire, deuxièmement, quels sont les choix éditoriaux qui sont faits. Vous avez, et c'est tout à fait indépendant de la taille de la librairie. Vous avez parfois des petites librairies de province dans lesquelles on va avoir des prises de risques. Et vous avez d'autres librairies dans lesquelles on a toujours les mêmes. On va avoir Jordan, la trilogie avec Jordan, Martin, etc., Tolkien, la Xème édition, etc. Et puis rien de nouveau, aucun auteur vivant. Et ça dit beaucoup, je trouve, de la librairie en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des librairies dans lesquelles on voit des gens qui sont passionnés, qui sont au courant de ce qui se passe et qui vont soutenir la création vivante. Et puis on a des librairies qui sont plus des conservatoires, en fait. Des conservatoires d'auteurs qui n'ont plus besoin d'être promus parce qu'ils sont déjà passés à la postérité et puis en plus ils sont morts. Donc ils n'ont plus faim ni soif. Et donc la réalité c'est ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les librairies, c'est de voir, et c'est pareil dans la grande distribution comme les FNAC ou ailleurs, vous avez des rayons dans des FNAC où on va avoir des prises de risques, des auteurs vivants, etc. Puis d'autres, on a l'impression d'avoir la bibliothèque de ma grand-mère, quoi, si elle lisait pas, mais c'est un peu ça. Et dans les librairies, je ne vais pas dire que je ne les aime ou que je les aime pas, mais j'arrive à identifier assez facilement le niveau de curiosité, d'implication des libraires. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien identifier, tout simplement. Parfois, vous avez des maisons de la presse, hein, dans des bourgs improbables, hein, dans lesquels vous allez trouver finalement un choix qui est pas absurde, qui est pas absurde du tout et qui est actuel, en fait. Disons qu'il faut que la personne qui s'occupe des lieux ait une intention Eh ben, qui se matérialise dans l'achalandage. une librairie, c'est pas un magasin de bricolage. Une librairie, c'est un concept. Ouais. Une librairie, c'est une intention, je trouve, hein. Sinon, c'est pauvre. On va proposer au lecteur ce qu'il peut déjà trouver ailleurs. Et je pense que les librairies qui sont intéressantes, ce sont celles qui font découvrir des auteurs vivants, des auteurs, ou même qui ne sont plus vivants, mais qui sont pas forcément connus, mais qui vont permettre comme ça de découvrir d'autres univers. Même si j'entends tout à fait ce que tu dis, je rejoins Fred au moins sur un point au niveau de l'intentionnalité des libraires, c'est-à-dire que tu vas avoir des libraires, je pense aussi, qui vont aller chercher les collectionneurs surtout, Oui, et les chasseurs d'anciens. Surtout que tu as des, alors t'as des auteurs vivants qui sont exceptionnels, je suis tout à fait d'accord, mais tu as aussi des ouvrages anciens d'auteurs effectivement décédés qui valent un sacré pesant de cacahuètes maintenant par leur rareté, par leur... Et je dirais qu'en merveille, bah, typiquement, tu as un double statut par exemple, tu as aussi bien des auteurs qui sont en vie, des auteurs autrices qui sont en vie, que tout un pan de collection, notamment au niveau des comics, si tu as l'occasion d'aller voir par là-bas. Tu as les Strange. Aujourd'hui, les Strange, suivant les numéros, ça peut chiffrer fort. Et bien sûr. Fred a souvent des chineurs qui vont aller chercher justement le truc un peu Oui, rare, ça un peu c'est Ça, pour satisfaire souvent le côté nostalgique parce que oui, mais oui. ça, pour moi, c'est pas de la littérature, c'est de la ouais. spéculation. Et j'ai rien contre la spéculation, hein. Oui, C'est-à-dire que les gens vont ou voir, on une se dit, envie s'il manque un numéro, de ma collection vaut retrouver des tant, choses de si j'ai la l'enfance. collection complète, ça vaut plus cher, etc. Et je peux comprendre cette fascination pour l'objet. Moi, Après, ça reste un commerce, donc il faut jouer toujours. je préfère les textes. Oui, oui. Voilà. Je comprends. Moi, je suis guitariste. Si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais plein de guitares et j'en aurais des vieilles et puis j'en aurais de guitares, mais que je jouerais tous les jours. Le livre en tant qu'objet de collection, je le respecte, hein, mais c'est pas ma démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le texte, hein. C'est vraiment le texte et c'est vraiment la pertinence du texte. Et en tant qu'objet, si j'avais un Strange, je n'en ai pas, je suis pas collectionneur de comics, mais si j'avais des Strange qui valaient cher, eh bien, je les vendrais encore plus cher si c'était possible, de manière à m'acheter une guitare Mm. que j'utiliserais tous les jours.
mais je ne suis pas fasciné par le livre en tant qu'objet de collection. Voilà, Donc tu n'as pas des piles de partout chez toi non. qui s'entassent. Quand on a déménagé récemment, on a donné des milliers de livres, en fait. Ah. Des milliers de livres. Parce que tout simplement, on n'avait pas envie de déménager tout, et même on en a redéménagé des caisses et des caisses et des caisses. Et parmi ces caisses-là, on en a encore, au moment de remettre dans la bibliothèque, on se dit est-ce que c'est raisonnable, ce bouquin-là, je ne le lirai jamais. Et finalement, j'ai pas le temps, j'en ai trop. Et donc on a donné donc, des milliers de livres. Ils vont circuler, ils feront plaisir à d'autres, hein, et puis ils vont vivre, hein, plutôt que de mourir dans une bibliothèque en restant des années là en attendant de prendre de la valeur, ce qu'ils n'auraient jamais eu. Ce n'étaient pas des livres patrimoniaux. Oui, disons que la Mais, valeur, elle peut être pour la personne qui a la bibliothèque. voilà, c'est ça. Et Pas puis, et forcément tant en mieux, soi. si quelqu'un va trouver une rareté dans les livres qu'on a donnés, pour moi, ça n'avait pas plus de valeur. Si pour lui ça en a, je suis ravi. Ça lui bénéficiera. Mais je ne suis pas Hmm. collectionneur. Et par contre, je conçois qu'on soit antiquaire en livres. Oui, C'est un autre métier, c'est peut-être complémentaire dans certaines démarches, mais être libraire, faire découvrir des textes, être antiquaire en livres et servir les collectionneurs, pour moi, c'est pas tout à fait le même métier. On peut avoir les deux, mais pour moi, c'est pas tout à fait le même métier. après il y a une utilité aux livres anciens ou d'occasion, qui est de venir pallier la durée de vie Bien très sûr, limitée des livres à l'heure actuelle, pour bien que des entendu. textes puissent être disponibles. Alors je sais bien qu'il y a les Bien sûr. bibliothèques, mais Oui, voilà, c'est je pas pense tout que le c'est monde qui complémentaire. peut se le permettre. On connaît la durée de vie Ouais. d'un livre, il y a des livres qui résistent au temps, quelques-uns, hein, Par contre, ils sont pas euh, toujours réédités. ils ne sont pas toujours Aussi. été, mais ils finiront C'est par souvent le l'être, hein. problème en ce moment. C'est vrai, mais ils peuvent être en panne d'édition pendant un certain temps, mais les livres Mhm. qui restent, j'ai aucun souci pour Fritz Leiber. Oui, quoi qu'il a fallu Euh, attendre un certain temps pour avoir cette ouais, intégrale, l'intégrale, c'est ouais, la seule qui ouais. existe. Tout à fait, Mhm. ouais, tout à fait. Mais un jour ou l'autre, c'est un livre qui manque. Si c'est un livre qui manque, peut-être qu'il y a un marché. S'il y a un marché, peut-être que ça va intéresser un éditeur. Vous Voilà. voyez. Mais Par c'est ce qui se contre, il y passe a des livres assez plus souvent. fragiles, hein. Il y a des livres plus fragiles qui vont sortir en grand format. Mhm. Un an plus tard, ils sont en poche et 2 ans plus tard, ils ont disparu. Ça, c'est vrai. Ça, Oui. c'est vrai il y a un vrai problème parce que tout Actuellement, ça, c'est si simplement, on a de la chance. Il y a ouais, beaucoup de titres, c'est dans l'année c'est qui vrai, s'épuisent. qui disparaissent. Oui, mais à un moment donné, tout coûte cher. C'est-à-dire que l'entrepôt coûte cher, les allers-retours entre les librairies et Mm. puis les Ça, il y a une retours, ça économie de coûte cher, une contrainte. économie. Et puis aussi une profusion de sorties également, Oui. hein. Une Bien profusion de que sorties. sur l'imaginaire, c'est relativement stable, si j'ai bien suivi Ouais, cela dit, le le- marché reste quand même étranglé. Bah, peut-être moins Oui, oui, qu'en littérature générale, mais je trouve quand même que le au marché sens large. Un peu reste en train de se saturé quand même. contracter à Ouais. l'heure actuelle, on le Et là sent bien. encore, je n'ai rien contre les collections et les collectionneurs. C'est juste que je ne suis pas collectionneur moi-même. Voilà, Oui, de ce oui, genre bien de sûr. choses, Oui, non, bien mais sûr. on a bien compris. Bien sûr. Aucun problème. Et du coup, bah, pour terminer, quels seraient tes projets actuellement? Alors, tu as parlé de la BD de Barkhane, j'imagine que Alors là, la BD de Barkhane, c'est toujours en c'est discussion toujours en avec discussion. Régis Sautière et puis Eric de chez Critique, mais Mhm. avec des difficultés qu'éprouvent les humanoïdes associés, là où on devait potentiellement faire ce projet, eh bien, c'est peut-être pas une voie qui va être développée sur ce plan-là, on verra. Mais sinon, bah, il faudra trouver un dessinateur, il faudra trouver la maison d'édition qui va. Mais Régis connaît beaucoup de gens dans ce domaine. Donc c'est un projet qui n'est pas abandonné, qu'on verra. Et puis sinon, bah, je travaille actuellement sur un autre projet, bien fantasy, mais qui serait du roman. Voilà, je reste chez moi. Eh ben, on va te souhaiter bonne chance pour tout ça. Merci. Et puis ma foi, tu vas être en dédicace cet après-midi, donc 20 décembre, à Aumerveille. Donc on va te souhaiter une bonne dédicace aussi. Merci. Et puis on te remercie surtout de t'être prêté à ce petit exercice. Et nous, bah, on se retrouve en janvier. Alors probablement on va causer de Lovecraft, je pense. Il y a Oui, une sans doute, grosse ouais. sortie chez Ouais, Maison ouais. d'édition du copain Ludo. Ouais. Donc je pense que je vais attirer Ludo dans les filets d'Aumerveille pour qu'on puisse parler de son énorme rétrospective annuaire limite sur Lovecraft. En attendant, on va vous souhaiter de manger, alors peut-être du poulpe, je ne sais pas, mais en tout cas, profitez bien des fêtes de famille. Et puis surtout, lisez, aidez vos libraires, surtout, Voilà. que les auteurs Il y en a soient vivants ou besoin. non, aidez-les parce qu'ils en sont sacrément besoin, c'est très d'actualité aujourd'hui. Heureusement, ils ont rétro-pédalé, d'après ce que j'ai vu, ils ont accordé des subventions aux librairies indépendantes, ce qui n'était pas le cas en première instance, mais apparemment il y a eu rétro-pédalage, donc ça c'est bien. Donc voilà, essayez de soutenir au maximum les auteurs, bien sûr, les autrices, mais aussi les points de vente, évidemment. Et sur ces bonnes paroles, on Et ben, on vous souhaite dit, de bonnes eh fêtes. ben ouais, Allez, bonne fête à tous. joyeux Noël et à l'année Profitez prochaine. bien de la famille et à l'année prochaine.